Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce deuxième numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Je suis accompagné comme chaque semaine de Valerio. Bonjour Valerio. Bonjour tout le monde, bonjour Antoine, bonjour Marc. Et cette semaine, effectivement, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Margret pendant que la fiche de visite se casse la gueule derrière moi. Bonjour Marc. Bonjour tout le monde et bonjour de visite. L'équipe de Michael Madsen est en train de prendre l'eau là. Je sais pas ce qui se passe. C'est exactement ça. Allez, on va recoller ça tout à l'heure. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore l'émission, nous faisons donc le débrief de l'actualité future, c'est-à-dire on va vous présenter tout le programme des Web TV de la semaine prochaine, la semaine du 21 au 27 mars, l'agenda culturel, la presse, etc. Vous verrez ça au fil de l'eau. Si vous voulez suivre, l'émission sera en direct, sera en rapport avec le site miasme.com et on va vous présenter un petit peu tout ça en direct sur le site. Voilà. Est-ce qu'on commence par l'actualité, messieurs? Marc, tu avais peut-être honneur aux arrivants, une actualité à nous partager. Alors, une actualité à vous partager, écoutez, la sortie du film documentaire sur le yogi indien Paramahansa Yogananda. En français, s'il vous plaît. Alors, sorti en salle le 23 mars prochain, donc. D'accord. Un film qui parle... c'est une biographie, si on veut, de la vie d'un fameux yogi des années 20. Alors, donc, excuse-moi Marc, si vous voulez donc retrouver la rubrique documentaire sur le site, soit effectivement vous cliquez directement sur la page accueil sur le document en cours. Donc là, c'est pas encore celui du yogi parce que c'est le film qui est sorti mercredi dernier, 16 mars. Sinon, vous allez dans l'onglet docu. Et à partir de là, vous allez accéder à tous les documentaires qui traitent du sujet de miasme. Donc on parlait du yogi Yogananda. Voilà, exactement. Donc il est à l'origine du yoga, apparemment, en Occident, en tout cas, et il a inspiré de nombreuses célébrités comme George Harrison, Russell Simmons ou alors Steve Jobs même. Et il évoque effectivement, dans ce film, on évoque apparemment, puisque c'est une pré-critique, il n'est pas encore sorti, l'histoire de l'humanité elle-même, c'est-à-dire les épreuves auxquelles on est tous confrontés pour se libérer des souffrances et rechercher un bonheur durable. Et il aborde apparemment ce film, un thème qui me tient à cœur, c'est le voyage de l'âme comme un rejet de l'ego et des illusions du monde matériel. Voilà. Bien. Bah, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on regarde peut-être la bande-annonce, comme ça on aura une idée de ce un peu plus voilà, de ce film documentaire. Sinon, juste avant, on peut peut-être citer une phrase parmi d'autres de Yogananda qui a dit « Un chercheur doit combattre ses sens pour obtenir la victoire spirituelle ». Je vous laisse méditer là-dessus avec la bande-annonce. J'étais conscient lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. D'un côté, je voulais m'exprimer en tant qu'être humain, mais d'un autre côté, je ne le voulais pas, car je sentais que j'étais esprit. Yogananda était ce que j'appellerais un prodige spirituel. Apparemment, Steve Jobs n'avait qu'un seul livre sur son iPad, c'était Autobiographie d'un yogi. Selon le Los Angeles Times, il était le premier gourou star du XXe siècle. À travers ce corps, beaucoup recevraient l'illumination spirituelle de l'Inde. Dieu m'emmène en Amérique. Yogananda arrive à Los Angeles et le premier soir, ils sont plus de 6000 à assister à sa conférence. Le yoga est devenu quelque chose de physique, mais l'important, c'est vraiment l'esprit. Yogananda disait qu'il y avait un lien secret entre le corps et l'esprit. Une technique de méditation qui recharge la batterie du corps avec l'énergie cosmique. Ce n'est ni une croyance, ni un dogme, mais une science de l'âme et de l'esprit.
Si je n'avais pas lu ce livre, je serais juste une horrible personne. Et puis, en 1945, pendant qu'il rédigeait son autobiographie, on a lancé la première bombe atomique. Le besoin de ces enseignements était plus urgent que jamais. Un homme qui s'est réformé en réformera des milliers. Le monde physique n'est pas la réalité la plus élevée. C'est quelque chose qui nous dépasse, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Je trouve que l'acteur a vraiment un petit air d'ailleurs à Yogananda. Yogananda, ouais. Yogananda. Je crois que c'est un acteur de Bollywood, mais je suis pas de film bollywoodien, mais je suis pas certain. Mais bon. Oui, c'est ça, ouais. C'est une grande célébrité de Bollywood en plus. C'est Anupam Kher, à vos souhaits. Et donc voilà, sa présence a permis de conserver le réalisme magique inventé par le fameux yogi Yogananda. Ok. Bon, bah écoute, sortie donc en salle de ce documentaire mercredi prochain. Donc ça doit être le mercredi 23 mars. Là c'est pareil, c'est renseignez-vous avant parce que ça va. Les films documentaires ne passent pas dans toutes les salles malheureusement. Alors, à savoir quand même que ce fameux yogi a été persécuté de son vivant. Il a été trahi par ses élèves et des amis proches. Et donc il a connu aussi la ruine financière. Voilà, il s'est relevé comme le phénix renaît de ses cendres. Ça rappelle un peu la future vie passée du grand gourou Graël que tout le monde connaît. Il faudra mettre ta toge la prochaine fois, monsieur Graël. Voilà. Ok. Bon, allez, on va passer à la suite. Donc, retour sur miasme.com. Sur miasme.com, vous retrouvez donc sur la page d'accueil les mises à jour quotidiennes de toutes les informations, que ce soit les news, le programme télé, l'agenda, la presse ou les docus. Et là, je vous propose de passer sur les news. Donc, soit vous cliquez ici sur le petit mot news, ou alors vous avez toujours en haut les onglets pour accéder directement aux informations. Petite parenthèse en parlant par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo, la petite explosion nucléaire. Il y a une actu là-dessus, moi j'en parlerai pas, parce que c'est toujours un peu compliqué de parler du Proche-Orient. Visiblement, ils se sont nucléarisés, ça y est, ils auraient obtenu la bombe nucléaire. Alors, on ne sait pas trop si c'est le Pakistan qui a vendu ou Israël. Et il y a un très bon article donc du réseau Voltaire sur le sujet, voilà, avec de Messan. Mais justement, le Proche-Orient a toujours été nucléarisé. Israël est un des détenteurs d'un arsenal nucléaire très imposant. Et c'est au Proche-Orient. Oui, et c'était Proche-Orient, tout à fait. Là, c'est plus en Arabie Saoudite, il me semble. Quoi, je vous invite à regarder l'article par vous-même, il est assez long. Allez, Valerio, quelle news t'a interpellé cette semaine? Ah, la news de la semaine, enfin, je suis désolé de vous parler du nucléaire, il y a de l'ufologie, il y a pas mal de choses cette semaine, mais moi je l'ai lu ce matin, on en a parlé en off. Parce que moi j'aime bien cette série film, c'est le 5e volet d'Indiana Jones qui va sortir très bientôt. Très bientôt, peut-être 2019, ouais, très bientôt. Oui, mais bon, quand tu sais que c'est une série qui est apparue en 81, ça va quoi, je veux dire, il y a de la marge. C'est une série qui a fait 22,5 millions en cumulé d'entrées en France, avec les mêmes réalisateurs et toujours Harrison Ford à 73 ans. Donc voilà, moi je trouve que c'est une super info, même si entre-temps Disney a acheté les droits de la série. Moi j'espère qu'il va pas casser sa pipe avant, ce serait bien, voilà, qu'il puisse faire sa tournée. 86 ans, ouais. Non mais sinon on a un remplaçant, on a Dominic Youngblood qui va remplacer Harrison Ford. Non, mais effectivement, c'est notre Harrison Ford français, on est bien d'accord. Pas avec la même sex appeal. Mais... Pour tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas la même carrure, quoi. C'est pas le. on est d'accord. Mais ceci dit, j'adorerais suivre
les aventures de Dominican Blog en Arctique, en Antarctique, en Chine, à Shambhala. Non, ça pourrait faire un très bon, un très bon sujet documentaire. Harrison Ford, bon, moi c'était l'un de mes acteurs fétiches quand j'étais ado. Forcément, je me demande même si je suis pas rentré dans tout ce domaine du mystère, du mystérieux, de l'ufologie, de l'étrange, avec les Aventuriers de l'Âge perdu. Moi, ça m'avait scotché à l'époque, gamin. C'était un film qu'après je regardais en boucle. Donc, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, c'est une hérésie d'ailleurs de ne pas connaître. S'il y en a au moins un à regarder sur la quadrilogie, c'est bien celui-ci. Maintenant, on va dire, je sais plus avec qui j'en discutais la dernière fois des Aventuriers de l'Âge perdu. Bon, effectivement, il y a plein de défauts. Il y a des raccords qui sont mal faits. Il y a des trucs qui peuvent être tirés un petit peu par les cheveux, mais ça reste juste génial, moi je trouve. Voilà. Donc, écoute, très bien d'avoir parlé de cette info-là. C'est un peu comme Retour vers le futur, hein. C'est des séries qui sont intemporelles. Hein. C'est des films que tu peux voir des années après, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, sauf au Far West, tu peux le jeter, mais sinon, effectivement... Allez, moi j'aimerais parler. En tout cas, bravo à Harrison Ford d'être sorti de l'alcoolisme, parce qu'il y a une période où effectivement il a dû se faire soigner pour sortir de l'alcool. Hein. Il était tombé dedans, c'était une addiction il y a quelques années, et bravo à lui. Tu sais, ils tombent tous dans quelque chose, dans un des travers à un moment donné, malheureusement. Ça, c'est un peu le pendant de la célébrité, on va dire. Allez, moi, mon info de la semaine, eh bien, ça va peut-être d'ailleurs intéresser Monsieur Marc Gray, l'ufologue. C'est vrai qu'on t'a même pas présenté, Marc. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es donc le responsable des dîners ovnis de Rouen. Voilà, des rendez-vous de l'éveil de Rouen et des dîners ovnis, exactement. Et des rendez-vous de l'éveil, voilà. Alors d'ailleurs, tu es un petit peu un branleur, parce qu'il me semble que ton prochain dîner, c'est la semaine prochaine. Oui, moi je peux dire branleur à l'antenne, voilà. Et on n'a pas reçu. Par Antoine Station. Et on n'a pas reçu ton affiche, les dates. Parce que le dernier compte rendu est presque intraduisible et j'en suis à la 12e page sur 14 en français. Et donc j'ai produit le compte rendu hier soir en anglais, qui était déjà prêt depuis une semaine. Sauf que la traduction française sera terminée normalement dans la journée. Voilà. Et donc la traduction de ton précédent invité, parce que les gens. Ananda Bosman a contacté de plus de 30 ans de contact, qui nous a raconté en 3h30 en anglais, en parlant très très vite, et je prenais des notes et j'arrivais pas à suivre parce qu'il ne s'arrêtait pas pour que je traduise en deuxième partie. Donc voilà, c'est dit. Et pourtant, tu es parfaitement bilingue. C'est très compliqué sur les sciences hadroniques. Quand vous verrez la version française, vous comprendrez pourquoi je mets autant de temps à rattraper tout ce qui a été dit, parce que c'est énorme. Voilà. Et donc Jean-Michel recevra sur Skype samedi prochain, le 26 mars, qui va nous parler d'exopolitique, de l'appel à l'Agartha et de l'âge d'or de l'humanité. Voilà, Jean-Michel Raoult, que vous retrouvez sur sa nouvelle chaîne LGC 5 TV. Grand changement, il en est à 2-3 émissions. Et qui a participé pas mal à BTLV et que tu avais déjà reçu dans tes dîners l'année dernière. Voilà. Et pour toutes les infos, freedomufo.com, c'est ça, ton site? Freedom UFO, dans Google, vous trouverez. Ou vous tapez Dîner OVNI de Rouen, vous allez trouver de toute façon. Donc. Ou Marc Gray, et puis c'est pareil. Oui, pas Graël, Marc Gray. G-A-Y. Attention à la nuance de Gray, là. Parce que... Ok, bon alors donc monsieur l'ufologue, on va revenir moi sur une info qui m'a interpellé cette semaine. Ce sont les ovnis filmés au Canada. Alors donc là où c'est intéressant, c'est que quand même c'est une info qui est parue dans Paris Match. Donc voilà. Donc ça signifie qu'ils ont donné une certaine crédibilité à cette information-là. Alors moi, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé dans cette info. Déjà, le jeune homme qui a filmé la vidéo qu'on va vous montrer, il a envoyé tout ça au MUFON, ce qui est très bien, une très bonne démarche. Mais il a vraiment été très précis, dans sa description, voire même tellement précis qu'il a. J'avais l'impression, tu sais, de voir une pub avec du placement d'objets. Par exemple, il dit c'était une journée très nuageuse et le soleil se couchait. J'étais dans ma chambre et je m'apprêtais à allumer ma PlayStation 4 qui se trouvait à côté de la grande fenêtre. Un peu plus loin, il dit
Il parle, le troisième ovni est assez difficile à voir dans la vidéo, il est presque transparent, à peine visible. J'ai sorti mon iPad R2 et j'ai commencé à filmer. Voilà, je ne sais pas trop, moi ça ressemble à un placement publicitaire. Allez, on va regarder la vidéo, comme ça vous allez me donner votre impression là-dessus. D'accord. Donc là on voit plus rien d'ailleurs parce que ça a disparu, c'est très rapide. Je vais peut-être la remettre, hop. Donc il y a ces petites taches lumineuses qui apparaissent et qui disparaissent. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Au début, il y en a deux. En fait, j'avais mal calé la vidéo. Et en fait, ils disparaissent comme ça. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc. Alors au premier coup d'œil comme ça, parce que je n'ai pas lu l'article, mais le fait que ça passe dans Paris Match n'augmente pas la crédibilité de quelque chose, déjà, premièrement, puisque la presse mainstream pour moi est plus ou moins à mettre dans le même panier quand on voit un petit peu les liens à 3 ou 4 grosses entreprises liées au complexe militaro-industriel. Je sais, ça fait sourire les gens, mais là c'est très facile à faire en fait. C'est-à-dire que si la personne filme derrière une fenêtre, une vitre, elle allume 2 lumières au plafond, elle en éteint une, et elle éteint la deuxième, et les ovnis disparaissent. En fait, si elle filme derrière la vitre, et si c'est 2 reflets à l'intérieur de son appart ou sa maison, c'est très facile à faire. Effectivement, je me rappelle d'une photo que tu m'avais montrée alors que Monsieur Margret était en croisière sur le Nil. Non, c'était un ferry pour traverser la Manche. Moi, je fais la Manche encore, toi. Laisse les gens rêver. C'est vrai que tu avais pris une photo comme ça, une photo reflet, et effectivement, ça faisait assez photo d'alien. Alors, moi, pour aller dans ton sens d'un montage, c'est que j'ai retrouvé sur le site, sur un post fait par Elisabeth de Canini, d'ailleurs, petit scoop, messieurs, qu'on recevra au mois de mai. Donc, elle sera notre invitée, notre troisième présentatrice au mois de mai. J'ai pas encore la date tout à fait calée, mais voilà. Elisabeth viendra nous faire un petit coucou. Et donc, elle a posté cette vidéo-là, alors je sais pas trop si c'est en Chine, si c'est au Brésil, c'est pas très clair. Allez, je vous montre le lien. OVNI en Chine, donc ça doit être en Chine. Ah non. C'est pas super clair savoir si c'est en Chine ou en Brésil, parce que ça s'appelle Brasil Ufologia, donc ça doit venir du Brésil. Mais ça a été diffusé sur une chaîne chinoise. Oui, ça fait le tour du monde, effectivement. Voilà, et ça disparaît, ça revient un petit peu. Alors moi déjà, tous ces ovnis là qui sont faits derrière des immeubles, j'ai toujours trouvé ça un petit peu louche, quoi. Ça fait comme s'il y avait besoin d'une référence. Bon, bizarrement, il passe pas derrière les nuages, mais devant. Et il ressemble vraiment beaucoup à cet objet canadien. Ouais, mais il bouge plus, en tout cas. Par contre, il bouge un peu plus, effectivement. Ouais, bon, c'est toujours un peu compliqué de juger parce que déjà les vidéos, elles sont jamais de bonne qualité. Enfin, t'as jamais. Il faudrait carrément un jour un mec qui filme en 4K, quoi. Un truc en 140 images secondes, en 4K, t'as une super. Là, à chaque fois, on a des images, elles sont pas top. La qualité est souvent moyenne. En plus, en général, les gens qui prennent la vidéo, en admettant qu'ils sont de bonne foi, c'est vraiment des vidéos qui sont pas des fakes, tu te prépares jamais à ça. Tu te dis pas, tiens, bon, je vais filmer le ciel, il y a un truc qui va apparaître, et toujours un peu à l'arrache. Oh putain, il y a un truc et tout. Donc en plus, le mec qui bouge, alors tu sais pas si des fois si c'est le mec qui bouge ou si c'est le truc en l'air qui bouge. Enfin bref, il y a des milliers de paramètres qui rentrent en jeu. Après, c'est ouais, faudrait que tu aies une équipe de spécialistes à chaque fois qui décryptent chaque vidéo image par image pour éventuellement voir si c'est un fake ou pas un fake. C'est la nature du phénomène, hein. C'est la nature du phénomène. Il est furtif par essence. Il veut rester discret et en même temps, on voit bien qu'il y a des équipes qui, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, produisent des fakes exprès pour justement décrédibiliser les 1% ou 2% de vraies vidéos authentiques qui sont diffusées. Donc pour moi, ces efforts délibérés de désinformation sont une preuve de la crédibilité justement du phénomène. S'ils ne devaient pas être décrédibilisés,
c'est qu'il serait pas valide, quoi. Pour moi, c'est une preuve, justement, cette désinformation, cette guerre de la désinformation, justement, psychologique, de production de fake à travers le monde tout le temps, sur YouTube, à longueur de journée, toute la semaine, toute l'année, que c'est un phénomène crédible qui a besoin d'être décrédibilisé auprès des instances qui veulent nous faire croire que c'est un phénomène bidon. En tout cas, effectivement, c'est une des preuves qui peuvent y participer. Moi, je pense que par rapport à ces vidéos qui traînent donc sur YouTube, sur Internet, on pourra vraiment commencer à se poser la question, à savoir si là, c'est pas de vraies vidéos, quand il y aura au moins 3 personnes qui l'auront filmé sous des angles différents. C'est-à-dire, parce que toujours, vous avez remarqué, toujours, il n'y a qu'une seule personne. Là, on est en pleine ville, il y a des immeubles partout, donc il doit y avoir du monde partout. Il n'y a qu'une seule personne qui filme. Donc, ouais, c'est toujours pareil. Excuse-moi, tu marches dans une ruelle, enfin, tu vas dans une rue où il y a beaucoup de gens, sur 100 personnes, qui regardent en l'air. En général, t'as personne qui regarde en l'air. Il suffit que t'en aies qu'une et qu'elle soit dans un bâtiment et tout. Elle va pas sortir. Il y a l'OVNI. Ça va vite maintenant, tout le monde dégaine leur téléphone portable et ça peut aller vraiment très très vite. Il suffit qu'il y en ait un qui crie « Ah, regardez là-haut !» et puis tout le monde lève le nez et puis ils ont tous un téléphone à la main. Bon, on verra. On va pas... Ouais, bon là en l'occurrence le phénomène il est vraiment très court. Là t'as surtout une chance de passer pour un con en disant ça. C'est ça. Disons, comme l'a dit Marc, je pense que peut-être que finalement la vidéo chinoise ou de Brazil UFO a l'air plus probante que celle postée sur Paris Match. Mais ce qui m'a interpellé, moi, c'est vraiment la même forme d'objets, en définitive, ces objets brillants lenticulaires, là. Bon. Voilà. Donc vous retrouverez toute l'info sur miasme.com, onglet news. Allez Marc, toi, ta petite info qui t'a interpellé cette semaine avant qu'on passe à la revue des web TV. Alors il y a, pour conclure sur le phénomène OVNI, il y a eu des milliers de témoins à Phoenix en 97, donc avec les fameuses lumières de Phoenix. Donc là, il n'y avait pas de discussion possible sur ces fameuses lumières. Des milliers de gens en ont vu, même la maire adjointe de Phoenix, qui a été virée après avoir parlé publiquement de ce phénomène. Moi, c'est la petite news de Snowden, en fait. La news de Snowden. Voilà, Edward Snowden. Voilà. Qui n'a pas été trop tendre avec le FBI, mais il a bien raison. Quand il a parlé du conflit qui oppose justement le FBI, la justice américaine, à Apple, qui ne veut pas mettre au point un logiciel pour décrypter un iPhone qui aurait appartenu, pour déverrouiller un iPhone qui aurait appartenu à un terroriste, pour accéder effectivement à des infos sensibles. Parce que c'est un secret de polichinelle, en fait, le FBI est tout à fait à même de décrypter un iPhone, comme le sont les agences qui travaillent aussi main dans la main ou en conflit avec le FBI au sein de l'État américain, comme la DARPA, la NSA, etc. Donc, non, mais c'est clair que c'est une grande pantalonnade quand on sait qu'il y a des gamins ou des ados qui arrivent à hacker des technologies de DPS pour pouvoir ensuite craquer des jeux, etc. ou même. Alors au-delà de l'affaire marketing, se pose l'affaire des droits de l'homme, les droits de l'homme, pardon, parce que pour en revenir aux droits de l'homme, quand même, on sait très bien que c'est aussi une grosse pantalonnade. L'ONU, en tout cas, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dit qu'effectivement, ça risque d'ouvrir une boîte de Pandore si Apple craque et déverrouille l'iPhone, enfin crée un logiciel pour déverrouiller l'iPhone. Il dit même, ce monsieur donc qui s'appelle Zaid Rad Al-Hussein, à vos souhaits, donc pour les droits de l'homme de millions de personnes, y compris pour la sécurité physique et financière, il a dit qu'en fait le but c'est de régler un problème de sécurité relatif au chiffrement des données, dans un cas précis pour ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire avec toutes les implications qui pourraient être dommageables pour la sécurité, je veux dire le droit privé des citoyens,
ça pourrait être un cadeau, hein, comme il dit, au régime autoritaire et aux pirates informatiques également. Donc c'est simplement en fait une lutte juridique de forme en fait pour accéder, obliger en fait les constructeurs de mobiles ou informatiques ou de tout équipement, hein, électronique à donner l'accès à toutes leurs données en fait. En fait c'est ça. Ok. Bon, en tout cas, c'est un article d'Emmanuel Guesquier du site que je ne connaissais pas, presse-citron.net. Je le précise quand c'est des petits sites comme ça qui ont traduit directement de l'anglais parce que c'est pas vraiment beaucoup paru dans la presse française cette info-là, voire même je me demande si le premier à l'avoir sorti, voilà, c'était pas Presse Citron. Donc un petit clin d'œil à ce site. Bon, eh bien, écoutez, on va passer maintenant au programme TV donc de la semaine du 21 au 27 mars, sans jingle, hein, parce qu'on n'a toujours pas de jingle, ce serait bien de faire un petit... Alors, les programmes TV, oui, je l'ai fait, j'ai fait le jingle. Soit vous retrouvez, vous pouvez y accéder, donc je poste tous les jours les émissions du soir ou du lendemain. Donc soit vous cliquez ici sur Programme TV, soit vous allez dans Programme TV ici, vous descendez sur les sous-menus, et là on va retrouver la dernière semaine en date, avec ce que j'appelle moi la mosaïque. Donc semaine 12, c'est la semaine du 21 au 27 mars. Et vous pouvez ensuite laisser passer la souris. Alors à l'écran, c'est marrant, les bulles d'aide n'apparaissent pas. Donc vous ferez le test vous-même. Hein. Il y a une bulle qui apparaît avec la date de diffusion de l'émission et son heure. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur l'image pour aller directement sur la description de l'émission. Alors, on va commencer par lundi. Lundi sur CTVM TV. Claire Thomas, donc, qui va nous parler de l'ego spirituel. Qui veut faire un petit commentaire sur l'ego spirituel? Je vais laisser commencer l'invité. Alors, l'ego spirituel. J'ai bien révisé toutes les news, mais là, celle-là, je l'avais pas trop regardée, effectivement. En plus, je serai moi-même le 31 mars sur la chaîne de Claire Thomas. CTVM TV. Voilà. Alors, l'ego spirituel, eh bien, écoute, si vous ne savez pas, ça tombe bien, parce que le thème de l'émission, c'est qu'est-ce que c'est que l'ego spirituel? En quoi cela peut-il être un piège? Comment s'en sortir? Quelles sont les clés? Bon, voilà, Claire Thomas, qui est une spécialiste médiumnique de tout ça, va pouvoir nous parler de l'ego spirituel et nous apprendre donc ce qu'est ce fameux ego spirituel. Alors je suppose, avant même que l'émission ne sorte, que ça pourrait avoir quelque chose à voir avec des gens qui se croient trop haut perché au niveau éveil et qui méprisent les personnes autour d'elles qui ne semblent pas aller dans leur sens ou vibrer au même niveau. Je pense que c'est peut-être ça. C'est ça. Comme m'a fait la remarque Yves Landau, que je salue hier, quelqu'un qui lui disait, lui avait dit un jour, oui, mais moi je suis dans la 5D, toi non, donc tu peux pas comprendre. Donc, voilà, de haut. Donc c'est peut-être ça finalement, l'ego spirituel, c'est ceux qui se la pètent un peu de par leur connaissance spirituelle. Donc c'est qu'ils ont rien compris. Dans la 5D, mais on pouvait quand même lui marcher sur le pied, hein, c'est ça. Mais... C'est ça. Allez, toujours lundi, 21 mars à 21h. Ah, là, c'est sur la chaîne, le canal Dolce Vita. Donc, la chaîne de notre amie Lorena Dia, avec qui nous avons fait la première émission la semaine dernière et qui reviendra le 4 avril, Lorena Dia. Et donc, elle va recevoir Jean-Charles Chabot. Alors, l'hypnose spirituelle. Et là, je vois Valerio qui se cache en disant merde, il va me poser la question. L'hypnose spirituelle, c'est génial l'hypnose spirituelle. Franchement, je recommande ça à tout le monde. C'est une pratique géniale. Enfin voilà, je vous invite à voir l'émission. Et surtout à demander à Jean-Charles Chabot ce que c'est. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux thèmes pour le moment qui sont pas forcément très très souvent abordés. Donc, alors en fait, moi je sais ce que c'est puisque j'ai fait une interview avec Rachel Fortin donc cette semaine, qui est une hypnothérapeute à Paris, et elle emmène ses patients, ses clients en tout cas dans l'entre-deux-vie
en régression hypnotique et c'est une période entre deux incarnations, de l'entre-deux-vie souvent, donc il y a une exploration de cette période-là entre les deux incarnations, entre la vie antérieure et cette vie-ci, donc ça parle de ça, l'hypnose spirituelle, donc voilà. D'accord. Ouais. Alors, Rachel, qu'on va peut-être recevoir, elle doit nous donner sa réponse, savoir si elle veut participer à cette émission. Ok, alors si on continue, donc cette fois-ci on passe à mardi 22 mars sur Salamandre TV, l'ésotérisme des contes de fées. Alors ça, moi je trouve ça génial. Les contes de fées, ça vous inspire? Franchement, ou Alors, mais on vit dans un conte de fées, hein. Alors moi je vous invite à réécouter une Ça, émission de Paul-Georges Chansonetti. Sur BTLV, donc si vous êtes abonné, vous allez pouvoir retrouver le podcast, où il nous avait fait le symbolisme des contes de fées. À un moment donné, il avait parlé du symbolisme dans les contes de fées. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a conscience de tout ce symbolisme-là, eh bien, même les petites comptines comme, par exemple, une souris verte. Une souris verte, trempez-la dans l'herbe, attrapez-la, je sais plus, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. j'ai une synchronicité qui se passe en direct. Hein. Comment Là, t'as une petite souris qui est sortie du mur? mais on en reparlera quand on parlera des caca bébés. D'accord. J'en reparlerai après. Restez jusqu'à la fin et on en reparlera après. Et donc, par exemple, dans cette comptine, une souris verte, là, c'était un ésotérisme alchimique. C'était une description alchimique d'une méthode de transformation de je ne sais plus quoi. Donc, en fait, dans chaque conte de fées, en définitive, c'est pas que pour les enfants, voire même à la base, c'est pas pour les enfants. C'était une façon camouflée de pouvoir passer des messages hermétiques, on va dire, de façon publique, sans que les gens s'en rendent compte. Voilà. Donc, ça sera Jacqueline Kellen qui interviendra là-dessus. Il y a une vidéo de Patrick Burenstenas qui l'explique très bien, si jamais certains veulent regarder. Ouais, on en reparlera plus tard pour son caca bébé. D'accord. Allez, le suivant. Alors là, c'est The Big Star de la semaine. Mister Umberto Molinaro. Pourquoi je dis le Big Star? Parce que là, il n'arrête pas. On va le voir partout. On va le voir chez Nora Lumière sur les mystères de l'univers. Nora qui arrête sa chaîne Les Mystères Lumière sur les mystères de l'univers, donc Loumou, à la fin du mois. Donc c'est peut-être l'avant-dernière ou la dernière émission de Loumou, parce qu'elle va ouvrir au mois d'avril son Nurea TV. Marc, peut-être deux mots là quand même. C'est dans ton domaine ça, les crop circles. Le tellurisme et les dieux sacrés, les crop circles. Je ne sais pas s'il va parler des crop circles cette fois, mais en tout cas, peut-être. Là, on voit un menhir sur l'affiche. Ayant moi-même enquêté sur place en Bretagne à l'occasion d'un documentaire sur les contactés, effectivement, j'ai été amené il n'y a pas longtemps à tester la charge tellurique d'un menhir, et je peux vous dire que le pendule vibrait très fort et tournoyait très rapidement. Effectivement, il y a des lignes telluriques un peu partout sur la planète. Il y a une grille tellurique qu'on peut voir sur certains sites donc de radiesthésistes plutôt anglophones. Mais il y a aussi une ancienne carte druidique de la France qu'on peut regarder et où on peut voir les lignes traverser certains endroits. Et effectivement, à gauche de Rouen, il y aurait un vortex, donc un croisement tellurique. Alors, je ne sais pas si je suis dessus ou si toi tu es dessus, Antoine. Ouais, peut-être. Mais regardez, cherchez ancienne carte druidique de France et vous trouverez effectivement les points chauds, donc qui se croisent. Ah, ça picote. Ouais, j'y suis peut-être. Ok, allez, émission suivante. On passe cette fois-ci au mardi, toujours 22 mars, à 20h, sur CTV. Oui. Est-ce qu'il va galérer? Attention. Sur CTVM TV? Ah non, la méthode Ho'oponopono? Ah, il l'a dit trop facilement, c'est pas drôle. Parce que j'ai déjà écouté une émission là-dessus, donc forcément. Et déjà, c'est Ho'oponopono.
Ouais, mais moi je le dis vite, le Ho'oponopono. L'identité de soi. C'est une méthode qui nous vient des îles Polynésienne. polynésiennes, ouais, tout à fait. Euh, Moi, je vous invite à l'écouter. C'est assez, voilà, c'est pas dans notre culture, c'est clair, mais visiblement, ça donne de très très bons résultats. Donc, c'est avec Céline Bérurier sur CTVM TV. Elle sera interrogée par Delphine Goujon. Juste, Ho'oponopono, ça veut dire, enfin, entre guillemets, hein, rétablir l'équilibre de soi. C'est une technique de guérissage, si on peut dire ça comme ça, pour que les gens sachent. D'auto-guérison, c'est ça? D'auto-guérison, de guérissage. Non, mais guérissage, c'est très bien, je réinvente des mots, attends. Bravo pour ta bravitude, hein, c'est extraordinaire. Alors, en parlant de technique de guérissage, j'ai jamais encore entendu écouter l'émission de Louis Caz. Quand c'est qu'on parle avec le jeu de mots, avec le mot cancer. Donc c'est un mardi sur deux, toujours sur CTVM TV à 21h30. Voilà. Il a un centre, le centre Louis Caz, qui est spécialisé dans les soins support du cancer. Donc j'ai encore jamais eu l'occasion d'écouter, mais il paraît que c'est plutôt pas mal. Donc je vous laisse faire votre propre opinion. Et c'est mardi à 21h30. Ah, Mister Gray, le live BTLV, le 23 mars. C'est qui le 23 mars? Ah bah oui, j'ai l'impression que ça va être moi. Eh ben oui. C'est pas annoncé encore sur le titre de la vidéo, mais vous le verrez Ça sûrement. Voilà. Pour une fois, Alors, oui, voilà. C'est le scoop de l'actu sur Miasme. Je vais vous donner le sujet avant même que BTLV l'affiche. Génial. Mercredi prochain. Alors, c'est l'ufologie dans le grand jeu de la réalité holographique. C'est-à-dire, je vais faire le parallèle entre l'ufologie et le Truman Show. Hein, vous connaissez le fameux film de Jim Carrey. Une autre vision de notre réalité. Alors, si notre réalité 3D tridimensionnelle donc est une illusion, une expérience contrôlée et observée, comme dans le Truman Show, qu'en est-il de la place de l'ufologie sur le grand échiquier de la vie terrestre? Voilà. Ça va être tué en 2 phrases. Ça va être le sujet de mercredi. Et donc vous allez pouvoir, comme c'est en direct live et gratuit en plus, vous allez pouvoir participer à l'émission et poser vos questions directement sur YouTube, je crois. Il faudra suivre les liens. Et c'est entre 18 et 19h. Donc voilà, et là c'est le scoop. On a eu l'information qui a été confirmée hier. Mais j'en profite pour dire à Mathieu, hein, Mathieu, si tu nous écoutes, envoie-moi les noms de tes invités le vendredi pour que je puisse au moins dire qui tu recevras la semaine prochaine. Allez, information suivante, c'est toujours le mercredi 23 mars. Alors là, c'est sur la chaîne sur abonnement de Stéphane Alix, avec Stéphane Alix cette fois-ci parce que c'est le numéro 8 de Beyond, et il reçoit quand même, c'est très people, hein, Inrest TV, hein, monsieur Bernard Werber. Est-ce que vous connaissez monsieur Bernard Werber? Oui, l'homme fourmi, l'homme fourmi. Voilà, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Hein. Les fourmis, les thanatonautes. Il est aussi peintre, il est journaliste, et ouais, il est connu donc pour la trilogie des fourmis, là. Génial. On sent le mec qui l'a lu. Non, on sent surtout, franchement, t'es connu pour des fourmis, c'est bizarre quand même quand tu dis ça. Franchement, quand tu le sors de la bouche, t'es bon, d'accord. Alors pour le fourmi qui sort de la bouche, c'est pas ça. Hein. Alors pour les fourmis, moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est quoi cette connerie, quoi, un bouquin sur les fourmis, honnêtement, c'est n'importe quoi. C'est juste génial, c'est une trilogie qui est juste géniale, c'est une enquête policière qui est vraiment bien. Du coup, moi, ça m'a permis de rebondir après sur ce qu'il a fait d'autre, c'est-à-dire les thanatonautes. Alors là, les thanatonautes, c'est là aussi, pour ceux qui n'ont pas encore d'approche sur, on va dire, l'existence de l'âme, le fait qu'on puisse sortir de son corps, etc. C'est à lire absolument. C'est toujours de manière romancée. En fait, il essaye de faire passer un certain nombre de messages, comme dans Le Père de nos pères aussi, où
où là aussi c'est une enquête policière où à la fin il donne l'origine de l'humanité. Alors c'est pas une origine à la Anton Spark, hein, mais la chute est quand même assez rigolote. Voilà. Donc, bah, écoutez, si vous êtes abonné à l'Inrest TV, moi je vous conseille vivement de regarder cette interview de Bernard Werber. Si vous n'êtes pas abonné à l'Inrest TV, ben, rien ne vous empêche de le faire. Hein, c'est possible. Je pense qu'il est intéressant de parler, enfin au moins mentionner son dernier bouquin. Enfin, son dernier bouquin, ça je crois que c'était l'année dernière, hein, La troisième humanité, le tome 3, La voie de la Terre, parce qu'il est assez à jour sur la situation actuelle. Le résumé du bouquin, hein, c'est 7 joueurs, 7 visions du futur. Chacun tente d'influencer l'avenir, mais c'est sans compter sur le 8e joueur, notre mère, la Terre. Il n'a pas dit son dernier mot. Alors voilà, il poursuit en fait sa saga des micro-humains, hein, sur fond d'apocalypse. Alors qu'une 3e guerre mondiale se profile à l'horizon, Gaïa, la Terre, semble vouloir se rebeller contre ses habitants. Humains et micro-humains prêteront-ils attention à sa voix? Donc voilà, c'est dans le 3e tome, sur les problématiques qui nous concernent tous actuellement. Voilà, je voulais juste faire la petite parenthèse sur ce bouquin qui, en tout cas dans ces trilogies, a l'air important. Ok, merci Marc pour cette précision. Ce livre, pardon. Ouais, mais vous savez que le mot bouquin, je l'aime pas. Bon, des fois, je l'emploie, ça m'échappe. Et j'ai toujours trouvé plus ou moins péjoratif. Bon. Allez, jeudi 24 mars, on arrive sur la grosse journée. En général, les mardis et les jeudis, ce sont les grosses journées. Donc, c'est sur Salamandre TV. Alors, je vous rappelle que Salamandre TV, les émissions, c'est 15h30. Et là, c'est du désert spirituel en Occident au fanatisme religieux, du vide à la recherche de sens. Un sujet qui, pour le coup, m'inspire pas plus que ça, mais c'est toujours pareil, hein, c'est ce genre de sujet où en fait ça nous inspire pas parce qu'on n'y connaît rien au sujet, et une fois qu'on écoute, on est passionné. J'ai une question là. C'est super intéressant parce que il met le point sur justement le fossé qui existe entre l'Occident et l'Orient. D'un côté, on a un vide spirituel total en Occident, où les gens ont déserté effectivement toutes les grandes religions monothéistes, et d'un côté tant mieux, puisqu'elles n'ont rien à offrir à part un outil de contrôle, un système de contrôle de ces ouailles pour mieux les manipuler. Mais d'un autre côté, il y a un vide total et un matérialisme exacerbé qui ne sert que le système ultralibéral du monde capitaliste dans lequel on vit, n'en déplaise aux Chinois qui sont aussi capitalistes. Mais c'est vrai que c'est à la base de tous nos problèmes, je dirais, sociétaux, parce qu'il y a un vide total de spiritualité dans la vie quotidienne de l'occidental. Et de l'autre côté, on a l'utilisation justement de ce trop-plein et de faux espoirs d'accès à une vie spirituelle meilleure en Orient. Et là, en tout cas, il parle de fanatisme religieux, et c'est utilisé comme outil de contrôle mental des masses pour fabriquer en fait des gens qui paraissent complètement incontrôlés, mais qui sont en fait des pions, hein, sur le grand échiquier de la prédation au niveau mondial, au niveau géopolitique. Donc, c'est le fanatisme d'un côté et le vide total spirituel de l'autre. Dès qu'on a 2-3 informations, ça devient déjà de suite beaucoup plus intéressant. Valerio, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais. Pour en revenir au programme TV, moi j'ai juste une question. Salamandre TV, c'est pour les gens qui bossent pas en journée, ou ça se passe comment pour faire les émissions à 15h30? C'est-à-dire que le truc, moi, désolé, à 15h30, je suis en plein taf. Je suis loin de tout ça, du fanatisme religieux, hein, excusez-moi. J'espère pour eux que c'est en replay. Ouais. Non, bien sûr. Alors, tu fais bien de préciser, c'est forcément en replay, mais le direct sert à pouvoir poser des questions en direct. Voilà. Et donc, mais par contre, tu as raison de le souligner. Pour ceux qui bossent 7 jours sur 7, 24 sur 24,
C'est pas la super heure pour pouvoir poser des questions. Par contre, je trouve ça quand même assez malin, parce que comme, je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a quand même une explosion du nombre d'émissions de Web TV chaque semaine. Hein. Il y a 6 mois, quand moi j'avais commencé à ouvrir cette rubrique en septembre, j'avais un peu de mal à récolter, on va dire, à recenser 6, 7, 8 émissions par semaine. La semaine dernière, il y en a eu 22. Là, on en est déjà à 3 x 4, 12, on en est déjà à 15 et encore, il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Donc, ils ont raison finalement de prendre ce créneau 15h30, parce que comme ça, ils sont tranquilles et ils vont pas être, on va dire, en face de gens comme ce soir, quoi, jeudi soir, il y aura Umberto Molinaro qui attire techniquement plus de monde. Donc, s'il y a plus de monde sur CTVM TV à ce moment-là, tu vois, à ce moment-là, ils auront moins de gens pour leur direct. Donc voilà, moi je trouve pas ça inintéressant d'avoir un direct à 15h30. Et puis comme ça permet aux gens qui sont un peu dispo l'après-midi et pas du tout le soir, par exemple, de participer aussi à ce live et de poser leurs propres questions. Mais tu fais bien de le souligner. Allez, toujours jeudi 24 mars à 17h, c'est pareil pour Akasha TV. Là par contre, j'ai pas encore eu l'occasion de voir si on pouvait poser des questions ou pas. Si c'est du live, mais je sais pas sous quelle forme ils le font, Akasha, j'ai pas encore regardé. Ce sont les histoires d'Olivier Buirette. Donc il va nous parler de l'Empire austro-hongrois, et c'est le deuxième volet, c'est la suite de la précédente émission qu'il n'avait pas pu terminer. Voilà. Donc s'il y a un live, voilà, pour accéder au live, vous allez sur le menu Akasha TV, voir le direct. Allez, on continue. Donc le boss de la semaine, hein, celui qui fait toutes les émissions, Mr. Umberto Molinaro. Cette fois-ci, c'est les crop circles. Et puis il y a le mot désinformation, Marc, ça va te plaire. Oui, alors effectivement, la désinformation sur le sujet des crop circles a été notoire depuis des décennies. Des papy farceurs en Angleterre à des grosses sociétés qui fabriquent des crops pour abus marketing et pour de la publicité dans des clips. Effectivement, on a plein de désinformations qui entourent ce champ d'investigation, ce phénomène qui est bien réel. Hein. Je conseille les émissions d'Umberto, effectivement, celle de Patrice Marty aussi sur les crop circles, qui vous aidera à reconnaître un vrai, authentique crop circle inexpliqué donc et non humain d'un crop circle fabriqué par soit une multinationale ou alors des papy farceurs avec des planches, ce qui me semble quand même très, très, très difficile parce que j'ai des participants à mes dîners OVNI qui ont essayé de faire un crop circle eux-mêmes et je vous assure qu'après avoir tondu plusieurs fois les zones et pris une photo au vu du ciel, je ne sais plus si c'était avec un drone ou autre chose, il l'avait fait en fait pour l'arrivée le passage du Tour de France près de Gisors à l'époque. Il y a 2 ans, et le résultat était franchement, j'espère qu'ils vont pas regarder l'émission, nullissime par rapport au design et au logo qu'on peut voir dans les champs arriver brusquement en quelques secondes ou en quelques minutes pendant que l'agriculteur tourne le dos sur son tracteur. Donc là, effectivement, il y a énormément de désinformation et aussi de la désinformation sur le décryptage, le sens donné à certains dessins. Tout le monde y met du sien, donc je pense que ça va être un peu de tout que va aborder Umberto, hein, des papy farceurs aux vrais crops et à tous ces décrypteurs de crop circle qui chacun l'interprète à leur sauce. Donc effectivement, il y a énormément de symbolisme, de signification, de désinformation, mais encore une fois, la désinformation pour moi est synonyme de crédibilité puisque on ne désinforme pas un sujet qui est totalement anodin et qui ne veut rien dire. Ok. Alors, j'en profite, Marc, qu'on parle des crop circles, vu qu'on va, alors pour ceux qui ne le savent pas, on est en train de monter avec Marc une web, c'est pas une web, pardon, c'est une série télévisée qui va s'appeler Enlèvement. Vous pouvez retrouver les informations sur enlèvement.com et on cherche. Et on a la musique alors. Ah, ça y est, on a trouvé notre bruiteur, c'est cool. On cherche quelqu'un qui serait capable de nous faire un crop circle.
un petit peu comme le fameux visage de Chipolton, c'est ça, Marc, le nom de ce crop. Exactement. Alors, Il y a soit, un autre visage à l'intérieur. voilà, alors, soit pour de vrai, alors ça serait génial. On peut trouver un champ avec des autorisations, soit sur informatique, avec un beau logiciel qui nous permettrait de faire l'incrustation. Donc voilà, si vous savez faire ça, vous. Ou alors s'il y a un papy farceur anglais encore en vie et qui comprend le français et nous regarde. Et vous envoyez le papy farceur. Voilà. Voilà. Donc si vous savez faire ça, vous nous contactez et puis on en discutera en off, voilà, pour nous faire un beau crop circle pour notre série. Ok, eh bien je vais remettre le partage de l'écran. Pour parler, on passe cette fois-ci à vendredi 25 mars, et tu vas peut-être pouvoir en parler, excuse-moi Valerio, je donne encore la parole à Marc, c'est un copain à lui, les sentiers du réel, le phénomène des orbs, chez Alexis Lambin, les sentiers du réel, et il invite Jonathan Ginet. Alors, oui, alors Alexis était passé à Rouen, il nous a fait un dîner sur le thème des orbes, justement. Donc là, il invite lui-même un autre intervenant sur les orbes. Je suis passé, moi, deux fois aussi avec lui en interview. Alexis, un type formidable, et je recommande toutes ses émissions, effectivement. D'ailleurs, je pourrais même l'inviter pour faire l'actu avec vous, Alexis, à distance. Mais j'y pense. Alexis, écoute, si tu nous entends, l'invitation est lancée. Il y a un petit créneau pour toi au mois d'avril, au mois de mai, si ça t'intéresse. Voilà. Okay. Donc, je ne connais pas Jonathan Ginet, mais je connais très bien les thèmes qu'Alexis va aborder, puisqu'il est venu en parler pendant 3 heures à Rouen. En tout cas, il a une très belle cravate, monsieur Ginet. Très beau. Et j'ai senti ta vanne. On voit pas le reste de la cravate. Donc, ouais. J'ai senti ta vanne, j'ai eu un flash télépathique, Marc. Donc, c'était quoi la vanne? J'ai pas compris la vanne. Vous pouvez répéter la question? Laisse couler le nœud, c'est pas grave. Bon. Voilà, entre autres. Alors, si vous voulez prendre en photo des orbs, c'est chouette, je crois que c'est le dimanche prochain, on va repasser en heure d'été. Ouais, je ne supporte pas l'heure d'hiver, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement chaque année nous impose cette putain d'heure d'hiver qui nous met dans le noir beaucoup plus tôt et qui sert à rien, mais à rien du tout. Donc messieurs du gouvernement, que vous soyez de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, arrêtez de nous mettre l'heure d'hiver, ça sert à rien, le peuple français n'en veut plus. Voilà, c'était mon coup de gueule. Tout ça pour dire, vous allez... Le changement d'heure, les racines du mal, voilà, les causes de tous nos problèmes. Tu veux ta réponse? Est-ce que tu veux ta réponse? Pourquoi? Oui, allez, vas-y. C'est en 1975, à la suite du premier choc pétrolier, qu'est mis en place le changement d'heure en France. Il vise à harmoniser les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement afin de réduire les besoins en éclairage artificiel. Depuis 1998, les dates de changement d'heure sont les mêmes au sein de l'Union européenne. Le passage à l'heure légale d'hiver s'effectue donc le dernier dimanche d'octobre à 3h du matin. Voilà. Tout à fait, sauf que on a changé d'air, on a changé de paradigme économique et de consommation énergétique. Le fameux choc pétrolier, il y avait plus de pétrole en 73, ça nous a bien fait rire. On va pas revenir dessus. Et ça sert à rien de toute manière. Aujourd'hui, les gens, pour pouvoir aller bosser, ils vont se lever 2-3 heures plus tôt parce qu'il y a des embouteillages partout, etc. Donc finalement, la consommation, ils vont l'avoir et le matin et le soir. Ça veut plus rien dire. Par contre, ce qui est chiant... Ouais. Mais il a déjà été mis en place en 1916, ce que tu as dit, parce que c'était pour économiser effectivement du charbon. Ouais. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est qu'ils nous fournissent chaque année le gain, tu vois, qui nous montre un beau graphique, preuve à l'appui, qu'il y a eu un véritable gain là-dessus. Parce que tu comptes sur ces agences-là pour te dire la vérité sur les réelles économies d'énergie, sur l'ADEME, etc. Alors que Areva, si elle était une entreprise privée, aurait déjà déposé le bilan depuis longtemps par rapport au coût du nucléaire.
Voilà. Bah, écoute, oui, voilà, oui, pour une fois, je me dis, allez, il pourrait faire preuve un petit peu de transparence et voir. Non, parce que, honnêtement, ça perturbe tout le monde, les gamins, parce que je te dis pas la galère, les nouveau-nés, pour se recaler sur l'horaire d'été, d'hiver, c'est du grand n'importe quoi. Non, faut arrêter, quoi. C'est une hérésie. Est-ce que Messieurs, les nouveau-nés mettent une montre? Je ne savais pas. mais bien sûr, parce que les nouveau-nés, en fait, ils sont à l'horaire de papa-maman. Le matin, quand papa-maman va se lever 1 heure plus tôt, 1 heure plus tard, pour donner le biberon, ah ben, le gamin, il en pâtit, tu vois. Non, mais même les chiens et les chats, ils en peuvent plus. Non. Eux aussi mettent une montre. Tu sens le gars qui parle et qui est au bout du rouleau. On sent le vécu, là. En tout cas, vivement dimanche, comme dirait l'autre. Mais prochain, hein. Ah ben, c'est aussi son nom d'émission. Sauver la planète, sauver les animaux et les nouveau-nés. Donc, Voilà, laissez-leur à l'heure d'été. Voilà. Allez, on va finir. Il nous reste encore 3 petites émissions rapidos. Ça va aller vite. Méta TV, le vendredi 25 mars. Allez, Valerio, je suis sur toi là. Alors là, c'est génial. Le pédosatanisme au Vatican avec Laurent Glosy, un écrivain qui fait notamment des thèmes sur le mondialisme. Comme d'hab, Antoine va râler parce qu'il n'a pas sa photo de couverture. Vas-y, Antoine. Non, il veut pas. Aujourd'hui, il veut pas. Je sais pas si tu nous entends. Si t'es arrivé jusqu'à ici, ça fait 1 heure d'émission déjà. Mets en ligne tes couvertures. On en a marre oui, ça te fait la pub pour ton logo, mais on veut voir la tête de tes invités. Tu peux les mettre en ligne un petit peu avant. Comme ça, tout le monde saurait qui tu reçois. Et t'aurais plein de monde qui viendrait voir, parce que Laurent Glosy, il est super intéressant. On l'a reçu 2 fois, je crois, sur BTLV. J'ai même acheté son bouquin sur l'Atlantide. Alors, j'ai plus le nom précis, je vous le mettrai en insert au montage. Voilà. En tout cas, sur l'Atlantide, il maîtrisait vraiment bien son sujet et il était passionnant. Je pense que sur le sujet du pédosatanisme, s'il se lance là-dessus, c'est qu'il doit, surtout au Vatican, il doit avoir un certain nombre d'informations concrètes à nous révéler. Laurent Glosy a écrit un livre sur le pédosatanisme, justement. Donc, c'est un rapport avec tout ce qui est des rites du 33e degré, de la franc-maçonnerie. De ce que je sais, j'ai pas lu le livre, mais ça peut être intéressant. Et pour ceux qui cherchent le titre du livre, c'est Pédosatanisme et franc-maçonnerie, l'hôtel des élites. Voilà. Donc c'est sur metatv.org. Allez, on continue rapidos. Vendredi à 21h, c'est BTLV TV, donc c'est pas en live, mais c'est en accès, il me semble, gratuit, l'invité de BTLV TV. On n'a pas le nom, donc si on n'a pas le nom, on n'en parle pas. Mathieu, envoie-nous les noms. Et puis enfin, il n'y a pas d'émission samedi. La dernière émission de la semaine, c'est la nôtre. Youhou. Donc celle avec Laurent Nadia. Non, pardon, celle avec... je dis n'importe quoi. Celle avec Lily. Oui, Laurent Nadia, c'est la semaine dernière. Marc, c'est cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est Lily de The Mystère. The Mystère, c'est une émission de la radio, c'est pas une web radio pour le coup, d'Évreux qui s'appelle Fréquence Principe Actif, voilà, sur lequel est intervenu Marc il n'y a pas très longtemps. Moi j'ai fait une petite émission aussi chez eux. Donc ça sera notre invité la semaine prochaine, Lily. Et donc vous pourrez retrouver toute cette chronique des informations du 28 mars au 3 avril. Dès dimanche prochain, dimanche dans 10 jours. Je vous invite à écouter mon podcast d'ailleurs chez Lily sur The Mystère, sur ma page Facebook Marc Gray, ou alors sur mon site Freedom UFO dans Interview Marc Gray. Voilà. On l'a aussi posté sur la page Miasme TV de Facebook à gauche. Et du coup, c'est que de la radio alors? C'est que de la radio, c'était sur les rencontres rapprochées, donc on est passé de tous les types de rencontres, les RR1 au RR6, donc on a fait le tour rapidement en 45 minutes.
50 minutes de tout ce qui avait trait aux rencontres rapprochées avec des êtres non humains. Voilà. Ok. Bon, eh bien, merci Marc pour tout ça. Écoutez, il nous reste encore, allez, on va dire une petite demi-heure si vous voulez aller jusqu'au bout avec nous. Il nous reste l'agenda culturel de la semaine prochaine. Et puis, on va aussi vous présenter peut-être un ou deux titres de la presse sortis ce mois-ci, dont on n'a pas encore parlé, parce qu'on en a parlé quelques-uns. Et on conclura par... ah, pardon, je suis sur l'Helio. Hop, ici, par... les projets participatifs qui vont se clôturer en fin de dans la semaine prochaine. Voilà, il y en a encore 2-3 auxquels vous pourrez participer si vous le souhaitez. Un petit tour du côté de la presse. Donc soit vous cliquez ici sur presse pour arriver directement dans le répertoire presse. Si vous cliquez sur les petites images, ça vous envoie directement aussi sur le journal en question. Sinon, vous pouvez accéder à la mosaïque en haut par les onglets 2016 et mars 2016. Et là, on retrouve la presse sortie ce mois-ci. Donc, on a beaucoup soit de bimestriel, soit de trimestriel. Donc, en fonction des mois, c'est plus ou moins important. Voilà. Marc ou Lélio. Peut-être Lélio. Valerio. Si. Ouais, excuse-moi Val. C'est vrai comme il y a écrit Lélio sur ton petite icône Facebook. Et on a perdu Marc. Voilà, on le voit, Non, on le voit son perdu, icône. T'inquiète pas, on l'a pas perdu. Il est toujours là. Du coup, pour la presse, on l'a déjà présenté. On l'a déjà présenté ce mois-ci. On a présenté alors 5 000 ans d'histoire. Pourquoi 50 000 ans? La semaine dernière, voilà. On a déjà présenté, il me semble. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas les couvertures, elles sont coupées. Alors, attends, complot et dossiers secrets. on va passer en mode intégral si vous voulez avoir les couvertures complètes. Donc il y a le dernier magazine d'Inexploré, hein, la revue d'Inres qui est paru. Ouais, j'ai juste un tout petit. Ah ouais. Le Sacré Planète. Allez, vas-y. Le Sacré Planète. J'étais plus pour pour présenter les dossiers de science et univers. Mais vas-y pour Sacré Planète, on se fait plaisir. Ouais. Allez, la paix, ça s'apprend. Dernier numéro après commandé avant le 25 mars. On va nous parler de quand? On va parler du coup de la paix. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur la paix? Ça s'apprend. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est une très bonne question. Il y a un dossier féminin, masculin dans le couple. C'est un peu vaste, hein, la paix dans quoi? La paix dans le monde, la paix dans un couple par exemple, la paix sur le soi-même. La paix intérieure. Oui. La paix intérieure. C'est très très vaste. À lire. Pareil, c'est à lire. Je l'avais fait pour la semaine dernière. Pour les 5 000 ans d'histoire. Là, pour le coup, c'est déjà plus compliqué à faire, hein, parce que quand t'as pas le magazine, s'il y a des magazines qui veulent nous envoyer leur docu, il n'y a pas de souci, allez-y, on les lira avec plaisir. Voilà. Là, pour le moment... Effectivement, on voit la différence entre la semaine dernière où Valerio avait acheté son petit 5000 ans d'histoire, l'avait lu et était super passionné par les articles. Là, effectivement, bon, il n'a pas eu l'occasion de le lire. Mais là, tu sens le mec qui lâche des arguments et qui argumente en improvisant, tu vois. Ah, mais on a tous été bluffés. Je veux dire, on a trop envie d'assister grâce à toi le dernier Sacré Planète. Alors, c'est le dernier numéro. C'est un numéro, enfin, c'est un sujet, la paix, c'est quand même un sujet vaste et super compliqué, donc ça peut être vraiment intéressant à lire. Dans tous les cas, oui. Et c'est un numéro qui sera collector, celui-ci, le numéro 75, parce que c'est le dernier numéro papier. Voilà. Sacré Planète avait fait un caca bébé l'année dernière, il y a un an, pile poil, pour pouvoir passer en technologie PDF et changer un petit peu son système de diffusion. Parce que bon, la presse papier, on sait ce que c'est. Elle a comment on dit, elle a du plomb dans l'aile, hein, de la colombe de la paix, bien sûr. Donc, pardon, excusez-moi. Je sors.
Et donc du coup, forcément, ça devient de plus en plus difficile. Et économiquement, c'est difficile à tenir. Donc il passe en mode full web, full PDF à partir du numéro 76. Donc si vous voulez avoir ce numéro qui sera le dernier numéro collector papier, vous pouvez même le précommander avant le 25 mars sur leur site. Voilà. Marc qui est revenu, hop, tu voulais nous parler de quelle revue? Alors, Science et Univers. Maintenant, comme c'est une pré-critique, je n'ai pas non plus le numéro en question. Février-avril 2016. De Science et Univers, c'est en fait la couverture, un des thèmes qui me paraît intéressant, principaux. Le temps est-il une illusion? Vaste question. Pour toi, quel est ton avis pour toi? Bah, c'est une illusion totale puisque, comme disait John Wheeler, le professeur John Wheeler de l'université de Princeton, il disait le temps est la manière pour la nature d'éviter que toutes les choses se passent en même temps. Et Einstein lui-même disait qu'en fait le passé et le futur étaient des illusions puisque tout se passait dans le temps présent et c'est pas le seul à le dire. Au niveau mathématique, ça se vérifie de plus en plus. Au niveau de la physique quantique, pareil, l'astrophysique. En fait, tout est simultané et le passé et le futur ne sont que des constructions de notre esprit dans la 3D. Voilà, pour en fait mesurer et se baser sur des repères, des références dans notre temps linéaire qui est en fait une illusion. Alors de plus en plus, on arrive à le démontrer donc avec la physique moderne. Voilà, que tout n'est qu'illusion en fait. Einstein, voilà, j'ai retrouvé la citation d'Einstein justement. Alors maintenant, il a quitté cet étrange monde un peu avant moi, en parlant d'un ami, une amie à lui qui s'appelait Michel Bessot, qui venait de décéder en 1955. Il avait dit maintenant, c'est une phrase d'Einstein, il a quitté cet étrange monde un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Des gens comme nous qui croyons à la physique savons que la distinction entre passé, présent et futur n'est seulement qu'une illusion obstinément persistante. Et ça, c'était une phrase d'Einstein en 1955 à propos d'un ami décédé. Donc, c'est dans une lettre d'encouragement à sa famille. Voilà, donc lui-même disait à l'écrit qu'il n'y a aucune distinction. C'est simplement une illusion persistante, cette illusion de temps linéaire, de passé, présent et futur. Voilà. Valerio, ton avis sur le temps? Mon avis sur le temps, déjà qu'est-ce que le temps? C'est une illusion. Bah oui et non, parce qu'en fait le temps c'est nous qui le créons. Le temps en soi, c'est peut-être qu'il existe tout. En fait, le temps est une illusion, mais déjà il faut partir de la base. Qui a créé le temps? Bah, t'arrives sur Terre, on te dit que les jours font 24 heures, on te dit, on t'apprend ça, tu grandis comme ça, mais le temps, à la base, il n'y en a pas. C'est même pas une illusion, c'est qu'il n'y en a pas, c'est nous qui l'imaginons ce temps. Est-ce une illusion? Oui, parce que c'est nous qui l'imaginons. Et quelque part, il faudrait peut-être aller beaucoup plus loin que ça. Il faudrait se dire, mais en fait, c'est quoi le temps? Et il est linéaire, oui et non, on n'en sait rien, parce que pour nous, le temps, il avance, mais pourquoi pas? Est-ce qu'il recule pas? Parce qu'en fait, pour nous, il avance. Est-ce que quelque part, il n'est pas en train de reculer? Il y avait un film comme ça, je sais plus le nom du film, où justement le temps reculait. C'était pas. Bon, c'est pareil, je vous le mettrai en insert le nom du film, où finalement les acteurs du coup rajeunissaient et tout était à l'envers. Le temps est une illusion, oui, en fait, je pense que le temps n'existe que par rapport à notre propre existence. C'est nous qui donnons de la matière au temps de par notre propre conscience. Et d'ailleurs, si vous regardez sur la ligne d'éternité, nous sommes juste même pas un micro-point sur cette ligne-là. Et quand vous écartez un petit peu, on voit une droite blanche et le temps n'existe pas, quoi. C'est continu. Donc je pense effectivement, moi aussi, que le temps est une illusion. Moi, je pense qu'on devrait inverser les notions de temps et d'espace. Imaginez que l'espace c'est du temps et imaginez que du temps c'est de l'espace et que l'espace c'est du temps. Ce serait pas mal.
Mais le temps et l'espace se confondent et de toute façon travaillent de pair pour être dans une dynamique permanente, dans un mouvement permanent, et c'est ça qui fait en fait vibrer nos atomes au niveau de la matière. Ok. Donc, c'est vraiment un sujet. Enfin, tu peux aller super loin et finalement tu t'arrêtes jamais, quoi. C'est un sujet presque infini. C'est même un sujet à pas aborder dans une émission, sinon elle va durer à peu près 10 heures et puis. On peut faire une petite heure. On va pouvoir faire une petite heure. L'expansion de l'univers, le temps, l'espace, l'espace-temps, notre génétique liée au temps et à l'espace. Bon, on invitera Philippe Guillemont pour qu'il vienne nous en parler. Mais là, effectivement, ça sera une grande émission. Allez, moi, ma petite revue de cette semaine, je ne l'ai pas encore postée sur le site, mais vous l'aurez d'ici pas très longtemps. Ça s'appelle Les énigmes de l'histoire. Donc, c'est le numéro du mars à juin. Hop, je vous le montre à l'écran. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, gros thème sur les sites sacrés. Entre ciel et terre. Et moi, je vais vous parler de ce petit thème qui est là, qui parle de la civilisation Nok. Est-ce que vous avez entendu parler des Nok? Comment tu l'écris? N-O-K. Ah oui, non. Non. Alors les Nok, les Nok, c'est une civilisation donc africaine qui a complètement disparu et qui a été redécouverte par hasard, on va dire, grâce à des miniers, c'est-à-dire en début du XXe siècle, il y a eu énormément d'exploitations minières qui ont été faites dans la région où se trouvent les Nok. Alors bien sûr, j'ai perdu le nom de la région, hein. Sinon ce serait pas drôle. Et ils ont une nord-ouest du Nigeria. Merci. Le nord-ouest du Nigeria. Et ils ont, vous voyez le mec là qui veut parler d'un sujet, mais qui n'a pas mis un marque-page dans son bouquin, et donc du coup, qui est plus capable de retrouver les photos qu'il voulait vous montrer. Moi, je ne fais pas le bouquin, je m'en sors bien. Voilà. Hop. Là, vous voyez, ça, voilà, c'est une poterie Nok. Et en fait, cette civilisation a atteint un niveau au niveau de l'art de la poterie qui était très, très impressionnant. Et selon certains chercheurs, bon, mais ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'ils ont atteint ce niveau de qualité-là sur une période où, à côté, les autres civilisations faisaient tout juste des bols en terre cuite et des récipients. Et elle remonte à quelle période dans le temps linéaire, cette civilisation? Dans le fameux 1000 temps avant linéaire. Jésus-Christ. Ouais, de 1000 avant Jésus-Christ à 300 après Jésus-Christ. Et ils ont disparu du jour au lendemain, sans aucune raison. Ils avaient un système judiciaire qui était très très développé, même on pourrait dire moderne. Et c'est surtout la qualité de leur poterie, de leur sculpture, avec quand même des visages assez étranges. Alors on dira oui, ce sont des visages négroïdes, africains, etc. Mais moi, ça me fait penser à des visages d'hommes-poissons. Un petit peu comme les décrivaient les Dogons, hein, dans la mythologie Dogon. Nos ancêtres seraient des hommes venus de l'espace, mais des hommes poissons. Et le fait qu'ils aient ces yeux là comme ça, un petit peu sur les côtés, je sais pas, voilà, vous, ce que vous en pensez, mais moi ça me fait penser à des hommes poissons. Et là encore, il y aurait des théories comme quoi, toute leur technologie, ils l'auraient pas acquise tout seuls. Hein, ils auraient été apprentis d'une civilisation supérieure. Qui viendrait peut-être de l'espace. Voilà, c'est toujours pareil. Et c'est ça qui est intéressant, finalement, c'est de pouvoir s'intéresser à ces cultures qui ont disparu, où là, pour le coup, il n'y a pas forcément, on va pas avoir de manipulation, de fake, ou peut-être qu'il y en a, hein, mais de leur part, c'est-à-dire que tout ce qu'ils représentent, c'est leur vision des choses, avec leur déformation par rapport à leur propre culture. Et bon, c'est la théorie des anciens astronautes, hein, forcément.
Et voilà, je trouve ça super intéressant à chaque fois qu'il y a des, des nouveautés qui sortent sur ce genre de sujet. Donc c'était les énigmes de l'histoire. C'est assez marrant parce que la photo que tu as montrée en dernier, elle me fait beaucoup penser à une civilisation d'hommes-poissons qui existe dans la série Stargate. Je me rappelle plus du nom parce que ça fait des années, ça fait 10 ans, mais il y a une civilisation dans Stargate qui sont hommes-poissons et qui ressemble beaucoup à ce que tu nous as montré. Ok, allez, on passe maintenant, messieurs, à l'agenda de la semaine, donc l'agenda du 21 au 27 mars. Pour accéder à l'agenda, soit vous cliquez ici sur le mot agenda sur la page d'accueil, soit vous retrouvez l'agenda qui est là-haut dans les onglets. Et ensuite, vous pouvez naviguer sur le calendrier, vous positionner sur le mois de mars 2016 pour retrouver les informations du mois de mars. Voilà. Alors, donc, on a dit l'agenda du 21 au 27 mars. Donc, je vais me positionner sur le 21 mars. Il n'y a pas grand-chose cette semaine. Non. Est-ce que tu veux commencer, Valerio? Ouais, donc pas grand-chose, hein. Et juste trois événements cette semaine. Donc ça commence le mardi 22 mars à 20h. Conférence de docteur Olivier Chambon et du docteur Jean-Jacques Charbonnier à Lyon. Parler de la mort aux enfants et aux adultes. Une approche scientifique et spirituelle. Salle-Édouard Herriot, donc à Lyon, ça je l'ai déjà dit, avec la présence de l'INRES TV. Je ne sais pas s'il y aura Stéphane Alix, je pense que oui, peut-être. Et voilà. Voilà, en tout cas, c'est une conférence qui est organisée effectivement en partenariat avec l'INRES. Alors, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, on ne le présente plus, hein, c'est la méga star des NDE. Il est passé plusieurs fois sur BTLV et puis il passe régulièrement sur d'autres chaînes. Tu as un petit mot à dire sur ce sujet-là, des NDE, Marc? Écoute, moi j'y suis confronté souvent parce que dans les contactés que je reçois, un bon nombre ont déjà fait une NDE justement, donc, et le phénomène de contact s'apparente pas mal aux sorties de corps telles qu'on les voit dans les NDE, les EMI en français, hein, expérience de voyant. Et par contre, moi, c'est ce qui me choque encore un peu, c'est de parler de la mort au lieu de la vie après la vie, en fait. Parce qu'il n'y a jamais de mort, il y a juste le passage, comment dire, la fin de l'enveloppe biologique dans une incarnation, mais il n'y a pas véritablement de mort. Et encore une fois, c'est les mots qu'on choisit. Les expressions qu'on choisit sont importantes. Alors, si on parle de la mort aux enfants, déjà, on les conditionne, ils sont déjà conditionnés par notre société, par l'éducation pour dire, voilà, on ne vit que physiquement et une fois que cette vie physique s'arrête, c'est la mort, au lieu de parler de vie après la vie. Voilà, c'est juste une question de rhétorique, mais je pense que c'est assez important de considérer, de parler de vie plutôt que de mort aux enfants, justement. Et on pourrait poser la question, la mort est-il une illusion? Voilà. Est-elle une illusion? Ouais, excellent. Excellent. Une très bonne question. Alors maintenant, le problème des NDE ne prouve pas qu'il y a une vie après la vie ou une vie après la mort. En tout cas, effectivement, tous ceux qui ont vécu une NDE ne sont pas revenus tels qu'ils étaient avant. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une prise de conscience chez eux. Il y a eu quelque chose sur tous les témoignages de NDE. Il y a quelque chose, voilà. Ils ressortent pas indemnes. Et non pas parce qu'ils ont perdu de l'oxygène, etc. Mais c'est parce qu'ils ont changé, ils ont évolué dans leur spiritualité, on va dire. En même temps, on le voit dans les séances d'hypnose, dans les régressions hypnotiques, quand le ou la thérapeute les emmène dans l'entre-deux-vie, dans l'après-vie, dans les vies antérieures, etc. Qui y a effectivement. Alors, est-ce que tout est imaginé ou est-ce que tout dépend d'un disque dur, d'une conscience collective de notre planète? Est-ce que chaque planète a un disque dur informatique, une base de données d'informations sur laquelle les résidus de conscience se greffent quand ils sortent de leur vie physique? Je ne sais pas. En tout cas, on peut tout imaginer, sauf que on dirait qu'avec tous ces guides,
pseudo-spirituels modernes, comme Olivier Chambon et puis le docteur Charbonnier, hein, qui sont un petit peu les people de nos Raymond Moody à nous, hein, sur la vie après la vie. En fait, on ne fait que redécouvrir à l'ère industrielle moderne des choses qu'on sait, qui ont été décrites depuis des millions d'années, des milliers d'années en tout cas, dans les cultures qu'on connaît d'avant, qui remontent à 12 000, 40 000 ans. Ça a toujours été écrit et décrit, ces expériences de vie après la vie, depuis toujours. Donc on le sait intrinsèquement, il y a une vie autre que l'enveloppe biologique et que celle de l'incarnation physique. Ça a toujours été su. On ne fait que de le redécouvrir aujourd'hui, c'est tout. Ok. Alors, du 26 au 27 mars, je vais passer très rapidement sur cette info parce que c'est complet. Le Zone Bien-être, c'est co-organisé avec BTLV. Ça se passe du côté d'Agen, dans une sorte de dôme où vous pouvez accéder à un nouvel état de conscience par rapport aux expériences, à l'expérience Lucia auquel vous pouvez vivre. Ce que je veux dire, c'est que celle-ci est organisée par le BTLV, mais je crois qu'il en organise quand même assez régulièrement de son côté. Vous n'êtes pas obligé d'attendre celle-ci. BTLV en organise une nouvelle au mois d'octobre, il me semble. Voilà. Donc le Zone Bien-être. Bon, vous regarderez le site et puis il y a des images. Je crois même que Bob a fait une interview d'une heure là-dessus l'année dernière. Alors, je confirme. Ouais, tu l'avais regardé, Valerio? J'ai regardé l'émission. Il présente un peu comment ça se passe. C'est vraiment, il y a vraiment des effets intéressants, des gens qui alors il parle même de gens qui sont aveugles et qui se mettent à voir, mais alors pas à voir comme on se regarde là, à voir des choses, des lumières, il faut le vivre. Après, ce qui est dit, c'est qu'il faut vraiment le vivre. C'est difficile à expliquer ce qu'on ressent. Même Bob, qui répète souvent qu'il voit rien, qu'il n'entend rien, même lui s'est senti un peu emporté par le truc. Oui, par l'expérience qu'il a vécue. Ouais, tout à fait. Ok, alors tu parlais de 3 infos. Non, en fait, il n'y en a que 2, en tout cas de recensées, parce que la suivante, elle est du 30 mars, donc on en parlera la semaine prochaine. La dernière info, quand même, on va quand même en parler, même s'il nous a pas envoyé son affiche, même si on en a parlé un tout petit peu. Ça me permet de vous montrer dans plus le lien des sites amis. Et en site amis, eh bien écoutez, il y a Freedom UFO. Voilà. Et si vous cliquez dessus, vous tombez sur le site de Marc Gray, où vous retrouvez. C'est un peu le bordel, le site de Marc Gray, mais je le dis pas trop fort. C'est qui cette personne? Moi, je suis sûr que c'est encore un complotiste, un gourou. Un grand grêle. C'est très facile de se retrouver là-dedans. On a la présentation des prochains dîners. Il y a des onglets, il suffit juste de cliquer sur les onglets en fait. Donc, si on veut savoir quel est ton prochain dîner, on va sur l'index des dîners OVNI. Non, pas du tout. L'index des dîners OVNI, ce sont des comptes rendus de tous les dîners, les 46 dîners qui sont passés. Le 46e a été posté hier soir, donc il n'est pas encore en français, donc il n'est pas dans l'index des dîners OVNI. Par contre, pour la présentation des prochains, elle n'y est pas encore, mais vous cliquez sur en dessous là, un petit peu en dessous. Il faut pas dans les onglets de la barre d'en haut. Voilà, présentation des thèmes des dîners OVNI, c'est marqué là. Voilà pourquoi c'est le bordel, Monsieur Gray. Non, pas du tout. Mais si, les gens regardent les onglets et cherchent partout. Eh oui, il faut venir ici, présentation des thèmes des dîners OVNI. Tu vois, en fait, on fait bien de faire ce tutoriel juste pour toi. Regarde, hop, vous cliquez là. Voilà, très bien. Et là, vous tombez sur les prochains dîners OVNI. Donc, le précédent, c'était Ananda Bosman, qui a quand même... vous pouvez retrouver ses CD, ses albums CD sur... je me demande s'il ne les a pas sur Amazon. C'est du 432 Hz, c'est ça, Marc? Oui, c'est lui qui a remis au goût du jour, mais de façon plutôt électro-pop, pas de façon classique. Le 432 Hz, la musique accordée au 432 Hz, effectivement, et à toutes ces fréquences harmoniques, dont il nous a expliqué effectivement l'utilité et l'impact au niveau vibratoire bénéfique. Voilà.
Et donc, eh bien, de toute manière, je pense que quand vous aurez regardé notre vidéo de la semaine, Marc se sera dépêché de mettre les informations pour Oui. son dîner OVNI de samedi prochain, voilà, pour que vous puissiez le contacter et réserver vos places. Exactement, et je vous recommanderais d'aller voir le compte-rendu du dernier qui fait Qui 14 sera en pages, français. plein de slides, de diapos que j'ai mis presque un mois à finir, donc c'est du boulot. C'est du boulot de le traduire en français, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Ok, bon, ben merci Marc. Donc voilà, ben là on conclut la partie agenda. Et on va finir, merci d'être resté jusqu'au bout, on va finir notre semaine du 21 au 27 mars sur l'onglet KKBB. Donc là pareil, sur la page accueil, j'indique les derniers projets participatifs en cours de finalisation. Donc là, les popotes, ça y est, c'est fini. Au moment où vous allez regarder l'émission, ça sera fini. Vous avez encore un jour pour les oracles énergétiques des pierres. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour dessus. Je clique sur KKBB. KKBB comme Kiss Kiss, Bank Bank, bien sûr. Mais je ne recense pas que du KKBB. Il y a les projets Ulule. Il y a tout un tas de projets. Alors, la semaine prochaine, Valerio, tu voulais nous parler duquel? Moi, je voulais vous parler de Alchimie. Alchimie qui se termine le 22 ou 23 avril. Je sais que c'est pas en mars et tout, mais c'est un des derniers que tu as mis et qui est en cours d'ailleurs, hein, qui a déjà démarré depuis pas mal de temps. Que tu as Voilà. là, tu peux le montrer. Donc il est là. Donc pour aller directement sur le projet, vous cliquez sur le gros bouton rouge là, ou sur la photo si c'est une image. Donc là, on va aller sur Ulule, du coup. Ulule. Vas-y. Alors, par contre, c'est pas Ulule, hein, ça se trouve vraiment sur KissKissBombBomb. Ah merde. Ah, ça s'appelle Fumble. Voilà, alors Alchimie, c'est quoi? C'est un projet d'album pop alchimique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est simple, on parlait de Patrick Burenstelas, que vous connaissez déjà, je pense. Voilà, Oui, non, la photo oui, non, de oui. Patrick. Non, oui, oui. bah oui, forcément. Oui. Et en fait, ils veulent faire un album sur l'alchimie. Alors l'histoire, c'est ça. C'est Fred Jiménez, donc compositeur de pop musique. Il lit des textes alexandrins d'alchimistes et il les adapte à sa musique. Et là, en jouant la musique, il se dit putain, ça donne des super belles mélodies. Il rentre en contact avec Patrick Burenstelas, ils en parlent et tout. Et du coup, ils ont le projet de faire un album pop à deux et de faire tout simplement de la musique avec des textes d'alchimistes écrits en alexandrin. Donc ils ont un objectif de 10 000 euros. Vous remarquerez au passage combien est-ce qu'ils ont collecté si vous enlevez le zéro au milieu. Ah là là. Ah là là. Alors, c'est marrant parce que moi sur ma page je suis à 6481, toi t'es à 6606, donc ça veut dire qu'il y a eu un Kiss Banker. Entre temps, C'est retiré. ouais, c'est ça. Non, pas qui s'est retiré, qui s'est rajouté. Vas-y, continue Valério. Et ouais, non, mais t'as continué, donc c'est un projet qui est bien parti, je trouve. Il reste 35 jours, donc ça se finit le 23-22 avril. On en reparlera peut-être le mois prochain. En tout cas, je trouve que le projet est très très intéressant. Et je sais plus pourquoi on parlait de Patrick Burenstelas en début d'émission. J'avais dit qu'il y avait une synchronicité. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? C'était quoi le sujet? Je l'ai perdu. Rappelle-moi de quoi tu parlais quand j'ai dit ça. Là, faut faire un rewind. Là, de la souris verte. Ah oui, c'est ça. Justement, Patrick Burenstelas explique très bien ce que veut dire cette comptine, ce texte, qui est un texte complètement hermétique, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte-là. Pour ça, je vous invite à écouter ce que cet homme dit. Ce que cet homme dit. Vous savez quoi? On va regarder la vidéo qu'il a préparée, le teaser. Allez, et juste le dernier clin d'œil pour rire. Hein. Il est arrivé à 66% aussi.
Alchimie est un projet d'album surprenant et inédit. Le fruit de la rencontre entre un alchimiste et un compositeur de pop musique. Ensemble, ils ont écrit 12 chansons évoquant un grand voyage. Aujourd'hui, le disque est enregistré, il ne reste plus qu'à le mixer et à le fabriquer. Vous pouvez participer à cette aventure unique et cheminer avec eux en finançant ce premier album de pop alchimique. Dérangé par la lune, Mars vient de s'éveiller. En revers de fortune, il s'est manifesté, haranguant les tribunes et les hommes agités, les poussant vers la brume pour mieux les écraser. Le monde est changement, je viens vous l'annoncer. Les petits et les grands seront tout bouleversés. Un nouvel enchantement vient d'être prononcé, changeant radicalement notre manière de penser. Ça me fait penser à comment s'appelle cet album avec la grenouille qui chante. Ça vous dit rien ça? Non, mais je crois qu'on va s'arrêter là. On va pas chercher. Bon, les gars, vraiment, vous avez une pop culture de zéro. Et moi, je commence à avoir Alzheimer, hein, parce que T'as des goûts de forcément. chiottes, hein. Oh non, arrête. Bon, je mettrai le lien. Bon, c'est de la pop gentillette quand même. Je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être les textes qui sont derrière. Est-ce que Patrick va nous avoir fait passer des messages bien à lui en langage des oiseaux? Bon, en tout cas, C'est qu'à la fin, on entendait des oiseaux justement, et il en parle très très bien. ah ouais, pas mal ça. J'avais pas fait gaffe effectivement. À la fin, on entend cuit cuit cuit. Donc c'est peut-être un On entend quoi? cuit cuit cuit. C'est peut-être un petit clin d'œil pour nous dire j'ai mis des messages cachés dans le langage des oiseaux dans mon album. Et je pense, en tout bon alchimiste qu'il est, il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas fait. Juste si tu descends en bas de la page, il y a la vidéo qui mène vers la souris verte, où il explique la souris verte pour ceux qui voudraient découvrir cette vidéo. En bas. Cuicui, c'est le bruit de l'oiseau qui sort du four, non? C'est ça? Ah oui, la souris verte, elle est là. La souris verte décryptée par un alchimiste. Bah voilà, Ah oui. tu vois, comme quoi on en parlait. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ta vanne, Marc. Non, c'est pas grave, hein, de toute façon. Ah mais c'est bon, comme ça. Je dis cuit, ton cuit, ça, on dirait que c'est l'oiseau qui sort du four en fait, mais voilà, c'était une vanne à couper au montage. Est-ce que je peux vous passer Non. la musique d'Ananda Bosman? On ne coupe aucune vanne au montage. On disait par rapport à Burestenas et son album. Donc je vous parlais d'une grenouille qui chantait. Elle chantait Love Is All. Ça vous dit rien ça? Les Anglais John Allas et Joy Batchelor qui avait fait un clip avec une grenouille et une guitare. Et c'était le groupe, c'était The Butterfly Ball. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Un projet de Un Roger groupe Glover. que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Et de Butterfly Ball, ouais, c'est ça. Voilà, oui, un groupe que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Non, moi j'ai connu Crazy Frog. Hein. Crazy Frog, avec l'accent anglais. Crazy Frog, c'est la petite grenouille qui traverse l'autoroute et qui doit sauter sur les. Voilà. Une musique que visiblement Maria ne connaît absolument pas, vu sa tête. Allez, on finit sur on a encore deux petites infos caca bébé. Il y en a une qui se termine le 21 mars, c'est l'oracle énergétique des pierres. Marc, un petit mot sur l'énergie des pierres.
L'énergie des pierres, la lithothérapie, les pierres, effectivement, tout ce qui est minéral au niveau matière vibre à certaines fréquences et produit des effets notables, comme effectivement, je ne suis pas un expert en lithothérapie, mais là on parle d'oracle, hein, c'est bien ça? C'est ça, donc ça a l'air d'être un jeu, je ne vais pas dire un jeu de tarot parce que c'est pas tout à fait pareil, mais on serait sur un oracle des pierres, donc une divination par rapport aux pierres tirées pendant l'acte de divination. D'accord, mais c'est tout à fait louable, crédible, intéressant et fascinant de se baser sur des minéraux pour lire et pratiquer l'art divinatoire, effectivement, puisque chaque pierre, chaque minéral a une propriété sur la matière, sur le psychisme, sur nos vibrations, nos fréquences, et donc pourquoi pas. Alors c'est une pré-critique, j'ai pas regardé le jeu dans son détail, mais en tout cas ça a l'air super intéressant, effectivement. Bon, en tout cas, une chose est bonne, une chose est sûre, c'est qu'elle a atteint son objectif, donc elle va pouvoir diffuser sa Muriel Mamu, diffuser son projet, et on est content de l'avoir soutenu au moins directement à travers notre page KKBB. Alors, allez, pour finir, je vais m'occuper des deux suivantes. Très rapidement, la bulle à jeu, donc c'est la création d'un bar ludique bio à Nice. Alors c'est quoi un bar ludique bio? C'est un endroit où vous allez pouvoir consommer bio des boissons bio, c'est consommer à boire on va dire, et surtout vous allez avoir des tables de jeu où vous allez pouvoir avec vos copains louer un jeu de société pour pouvoir faire une partie tranquille, découvrir de nouveaux jeux. Et moi j'aime bien ce genre de petits projets où ça mélange plusieurs valeurs en même temps, donc le côté ludique, le côté bio, donc vous voyez, ils vont utiliser la marque de tea Yogi. Voilà. Bon, faut être à Nice, mais pour notre copine Lorenadia, si tu nous entends, voilà, tu vas avoir un bar bio qui va s'ouvrir pas très loin de chez toi. Et si tu pouvais y faire un petit tour, un de ces quatre, et nous dire comment c'est, voilà, on sera content d'en reparler à l'antenne. Et enfin, le dernier projet de la semaine. Bon, il y a aussi Mesmerisme, mais je vous laisserai regarder directement de quoi ça parle. C'est un petit thriller psychologique, pardon. Non, moi, le dernier dont je voulais parler, c'était Mantra, le jeu de rôle. Bon, vous avez compris, la semaine dernière, je vous ai parlé de Donjons et Dragons, la 5e édition. Là, c'est un autre jeu de rôle. Il a explosé aussi les scores. Donc j'en parle parce que je trouve le concept plutôt sympa. C'est le jeu de rôle des multivers, vie antérieure et monde mourant. Et c'est vrai que c'est un domaine qui n'avait encore jamais été exploité dans le jeu de rôle, c'est-à-dire incarner un personnage qui va pouvoir utiliser ses propres vies antérieures pour pouvoir résoudre, on va dire, les énigmes du jeu sur le présent. Et je trouve le concept vraiment super bien. Et pour le coup, les participations sont pas très très chères, hein. C'est-à-dire que pour 8 €, vous allez pouvoir avoir le PDF du livre de base. Voilà, donc c'est le prix d'une revue. Je sais pas s'il a mis des paliers supérieurs. Si, voilà, il a mis des paliers complémentaires au cas où il dépasserait la somme. Donc, pour ceux qui s'intéressent au jeu de rôle ou ceux qui n'ont encore jamais fait de jeu de rôle, pourquoi pas commencer avec celui-ci, hein, ça sera pas un jeu de rôle style Donjons et Dragons où on ouvre des coffres, on gagne de l'XP. Ça sera plus un jeu de rôle style l'Appel de Cthulhu où on peut faire vraiment du roleplay avec ça. Voilà. Donc c'était mon petit coup de cœur KKBB de la semaine et je suis content de voir qu'il a explosé les scores qu'il a atteint son projet. Voilà. Bah, écoutez, messieurs,
Bah, voilà. Petit projet Ulule pour ma part, parce que je suis obligé d'en parler quand même, parce que je l'ai reçu 2 fois, Peter Knight, et il m'a téléphoné il n'y a pas longtemps justement à ce sujet-là, sur son projet. Le sur secret des envahisseurs. Voilà, le secret des envahisseurs. Allez, on peut en parler. C'est le 4 avril, mais si tu veux en parler, hop, je l'avais recensé. Ah mince, d'accord. Ah non, mais c'est pas mince, c'est au contraire. Oui, voilà, donc ça se C'est termine l'objectif bientôt. de ce site. Donc le secret des envahisseurs, allez, si on clique dessus, vas-y, parle-en de 2 mots, Marc. Donc Peter Knight, que j'ai reçu 2 fois, Medini OVNI, qui nous a présenté effectivement les parallèles avec la vieille série télé sur deux saisons, je crois, ou 3, les envahisseurs, où on avait reçu Roy Thines aussi en interview audio sur Skype, ce qui est assez rare. Je crois que je dois être le seul en France à l'avoir reçu en direct. Il nous a parlé effectivement de son expérience, son observation d'OVNI à lui, et je parle de l'acteur qui jouait David Vincent. Et là, apparemment, dans ce second tome du Secret des Envahisseurs, numéro 2, qu'il essaye de faire financer sur Ulule, il reste 27 jours. En fait, il parle de la suite avec une préface justement de Roy Thines lui-même. Et les fonds servent en fait à faire financer les envois du livre au lecteur et aussi à la réalisation, après ce second tome, d'une super production des Envahisseurs basée sur les 43 épisodes de la série culte, avec la participation justement de l'acteur Roy Thines. Donc, quand tu dis une super production, c'est quoi? C'est un film? Voilà, c'est ce qu'il veut faire en fait à terme, après avoir commercialisé le second tome. Donc c'est un deuxième livre sur le secret des envahisseurs. Il aurait les droits pour le faire? Oui. D'accord. Bon, c'est génial. Ça serait super. Je pense que c'est même un projet qui cartonnerait. Je suis même étonné que ça n'a pas encore été fait aujourd'hui. C'est un film, un long métrage qui reprenne le thème des envahisseurs, on va dire modernisé. Parce que... Je pense que grâce à Roy Thines, il a les droits, en fait, il aurait les droits pour le faire. Maintenant, il faut trouver le financement, effectivement, par rapport à ça. Tu peux être sûr que s'il lance ça, le financement, il va l'avoir très 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 rapidement. Valerio, toi qui es encore bien jeune sur cette planète, les envahisseurs. Ouais. J'en ai déjà entendu beaucoup parler, mais quand j'ai regardé un extrait, ça pique les yeux. Ça pique les yeux et même les oreilles. Ça pique les oreilles. C'est quoi ce truc? Non, mais faut pas le regarder comme ça, forcément. C'était à l'époque de la 2D, voyons. Écoute. Oui, bah écoute, moi j'ai grandi avec la 3D, la 4D. Voilà, 2D. Non, oui, je sais qu'il faut regarder ça d'un côté plutôt presque documentaire, hein, j'ai envie de dire maintenant. Non, franchement, pour moi, il faut qu'il y ait. Je peux intéresser à une chose, mais là, pour moi, c'est beaucoup trop vieux. Ouais, voilà, c'est du documentaire historique. Mais dans son bouquin, j'ai dit bouquin, pardon. Dans son livre, il reprend épisode par épisode, Marc. Comment ça se passe? Non, il parle effectivement de certains points précis, certains symbolismes, certains faits qui se rapportent à... Ma question, c'était surtout, est-ce que tu peux regarder un épisode et puis après tu lis le chapitre qui s'y réfère, ou pas du tout? Non, c'est pas du tout ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est tous les points qui montraient déjà à l'époque l'émergence du nouvel ordre mondial dans les années 60. Ça décrivait déjà en 66, 67 et 68 toutes les références, les codes au nouvel ordre mondial actuel et déjà toutes ces armes électromagnétiques, les inventions de Tesla. Voilà, c'est ce plan réel d'invasion mondiale à l'époque dans la série était avant-gardiste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Okay. Toutes ces armes secrètes, les technologies de pointe de l'époque montrées dans la mutation génétique, la régénération aussi cellulaire, enfin on parlait de tout, quoi. Donc, écoutez, on invite tout le monde à regarder, acheter le livre.
Et en tout cas, le tome 1 est disponible encore. Hein. Le tome 2 sortira grâce à vos efforts sur, il est écrit, donc, sur Ulule. Voilà. Donc voilà, on y parle de l'expérience de Philadelphie, du projet HARP, on parle de plein de choses, des soucoupes nazies aussi. Donc il y a énormément de choses dans ce Bon, de toute manière, on pourrait passer, et je me demande si on n'a pas fait 1h 3 quarts. Je savais qu'en invitant Marc, on exploserait les compteurs. On pense qu'il y a plus de café. Hein. Vu qu'on a dépassé, les, parce que le 4 avril, on devait en parler la semaine prochaine. Allez, juste un petit clin d'œil pour l'atelier à distance de David Mogiel, où il fait un caca bébé, mais chez lui, sur Mesaël, on va dire. C'est à la confiance et avec PayPal. Bon, je vous invite à regarder, on en reparlera au mois de juin, plus précisément. Bon, eh bien, messieurs, donc je vous remercie d'être venus nous parler et partager toute l'information avec nos auditeurs sur la semaine prochaine. Marc, je te remercie, je te dis à bientôt. De toute manière, nous on se voit très régulièrement. On aura le plaisir de te réinviter sur cette chaîne dès que tu as envie. C'est le principe, je vous rappelle. Merci de m'avoir reçu, c'était un vrai plaisir. Et je propose comme thérapie pour Valerio de regarder les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, en noir et blanc. Comme ça va le replonger dans les débuts de l'audiovisuel en France. Et pourquoi pas les films muets là. Non mais attends. Non mais justement, c'est les débuts de l'audiovisuel et il y a des documents super intéressants qui paraissent complètement hors du temps, en fait. Parce qu'on parlait de temps, le temps est une illusion. J'avais vu un petit docu de 3 minutes dans les archives de l'INA de l'époque des années 50, en noir et blanc, qui montrait quelqu'un se téléportant, se matérialisant, se dématérialisant dans la main d'une personne. Déjà, les effets spéciaux de l'époque étaient très forts et on parlait déjà de téléportation dans les années 50 dans les archives de l'INA. C'est pour ça que je disais. Vous savez quoi, on va faire un Marc Gray TV et comme ça il va pouvoir parler toute la journée sans aucun souci. Ok. En tout cas, on avait été voir, on a organisé The Visit la semaine dernière avec Marc. Bon, c'était sympathique, pas beaucoup de monde, mais c'était sympathique. On vous en a parlé la semaine dernière. Vous pourrez vous reporter l'émission. Bon, merci tout le monde. Allez, vraiment là, on va couper l'antenne, sinon. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine, donc avec Lily de The Mystère. Et puis en générique de fin, parce que là, on va mettre un petit générique de fin. Vous allez écouter Renaika. C'est un caca bébé que j'ai un peu loupé la semaine dernière. Et leur album s'appelle Cosmogonie. Et puis grâce à vous, ils peuvent sortir leur album. Là, vous allez écouter, c'est assez sympa. Merci, à la semaine prochaine et salut les petits clous, comme dirait Marc Toesca.